l'écriture te permet littéralement de prendre les meilleures décisions de ta vie. En fait, c'est pas que l'écriture, mais c'est le fait de vider son sac, décharger ses émotions sur un support, parce que si la photo permet de retenir donc un instant, un moment, un souvenir avec une image, le texte permet, lui, de graver les pensées. Et ce qui est incroyable quand tu y penses, c'est qu'avec un livre, avec un texte, tu es en capacité de pouvoir restituer un souvenir, puisqu'il est écrit sur un support matériel. C'est incroyable. Je trouve ça absolument dingue, parce que l'humain, il a appris à manier ça, un stylo, ou enfin l'écriture, au sens large, mais il a appris à gribouiller des signes sur un truc physique, un bout de papier, tu vois, à faire un logo, un dessin, et ce logo, ce dessin-là, il a une signification. Et donc quand tout le monde parle le même langage dans une tribu ou un continent, un pays, enfin ce que tu veux, on peut tous littéralement se passer le mot, en fait. On peut tous se passer le mot en écrivant, je sais pas, «Demain, le marché sera fermé», par exemple. Pouf, tu envoies le message à tout le monde et tout le monde sait que D-E-M-A-I-N, ça se prononce demain et ça veut dire, bah, demain. C'est incroyable. C'est un tr bah, ça peut-être peut-être ça te fait rire, mais moi je trouve ça absolument dingue, que l'être humain, il ait cette idée en fait de se dire: «Je vais prendre un bout de paplard et un stylo, comme ça je pourrais tout écrire». Mais en fait là où c'est trop fort et surtout dans le game un peu de l'entrepreneuriat, où les émotions ont un impact monstrueux sur ta prise de décision. En général, hein, quand tu prends une décision sous l'influence de l'émotion, c'est de la merde. Souvent, c'est nul. Après, certains me parleront: «Oui, mais l'intuition, machin et tout». OK, l'intuition, ça existe. Maintenant, est-ce que ça marche à tous les coups? J'en sais rien. Enfin, personne ne sait vraiment, tu vois? Donc l'intuition, oui, ça existe. C'est un peu la part d'instinct, naturel, effectivement, et donc de quelque chose qui pourrait passer, par exemple, pour irraisonné. C'est tu as pas la raison pour laquelle tu veux faire ça, mais tu sens que l'intuition te fait faire ça quand même. Donc ça peut effectivement exister. Maintenant, c'est, une minorité. La plupart des gens, ils prennent des décisions sous l'influence émotionnelle, mais sans s'en rendre compte, parce qu'ils vont opérer depuis un état de manque, ils vont avoir peur, ils vont être dans le déni, ils vont être tristes, ils vont avoir plein de trucs que tu peux penser, imaginer. Ils vont être contents aussi, hein. Tu sais que quand tu es heureux, ou profondément content, tu peux prendre des décisions vraiment pourries, hein. Vraiment. Il y a plein de businessmen qui se cassent la gueule parce qu'ils prennent les pires décisions possibles pendant une phase de croissance dans laquelle ils sont plus pissés. Ça arrive très régulièrement. Les marchés financiers sont en grande partie donc contrôlés, effectivement par des grosses boîtes et juste par ce qu'on appelle l'économie de marché. Mais oh, j'ai fait des guillemets avec les doigts, putain, faut que j'arrête. Mais il y a une très, très grande partie, d'accord, du cours d'une action en bourse qui est dictée par l'influence de l'émotion à la vue pure et simple du cours. Typiquement, quand une nouvelle arrive sur le marché financier et dit, «Ouais, alors les prévisions, pour le prochain trimestre, c'est ça, 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 ça. Telle boîte devrait, se casser la gueule et le cours d'une autre devrait, aller, to the moon». Tu as plein de gens, qui vont, soit acheter et acquérir beaucoup d'actions de cette boîte-là et d'autres qui vont peut-être paniquer et tout vendre. En fait, la vente et l'achat, c'est ce qui dicte aussi un cours. Donc si de manière purement émotionnelle, les gens, face à une panique, du marché, vendent tout d'un coup, tu viens changer la valeur de l'action, tout simplement. Sauf que parfois, et ben, en fait, c'est positif quand même. Tu sais que quand il y a une crise économique, en général, tu as plein de gens qui vont vendre parce qu'en fait, ils vont paniquer. Ils vont voir leur portefeuille comme ça réduire, 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 réduire parce que la crise fait que beaucoup de choses baissent, beaucoup de choses diminuent. Donc les gens, en fait, ils vont tout vendre dans la panique parce qu'en fait, ils ont peur de ne pas pouvoir rentabiliser leur investissement, dans les futures décennies, tu vois, à venir. Et donc ils vont tout vendre d'un coup, quitte à vendre à perte, au moins ils se seront assurés une sécurité ou je sais pas quoi. Et bah, il y en a qui vont saisir justement cette opportunité qui est donc, pouf, un crack, boursier pour investir comme des gros cochons. Comme ça, quand le marché va se réguler de nouveau, et bah, ils en mettront plein les fouilles. Le cas le plus connu quand même, bah, c'est la crise de 2008, mais il y a aussi eu ça pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a plein de marchés qui se sont pété la gueule, et t'inquiète pas qu'il y a des mecs qui étaient bien au courant de tout ça, bien avant tout le monde, qui s'en sont mis plein les poches, pendant la phase de reconstruction derrière. Donc, petite parenthèse par rapport à ça, tu vois, mais ça, c'est un exemple de l'influence de l'émotion et sur pourquoi l'émotion a fait prendre, pour la plupart des gens, des décisions de merde dans ce contexte-là qu'est donc l'économie. Et ça arrive dans plein d'autres trucs, notamment l'entrepreneuriat. Ça peut être aussi pour les relations, ça peut être aussi pour ta santé, ça peut être pour ton travail, ça peut être pour, aller à une soirée que tu as pas envie d'aller, par exemple. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs possibles et imaginables. Et là où l'écriture, c'est monstrueux, c'est que quand tu vis une phase dans laquelle tu es profondément plongé dans l'émotion, sachant qu'il y a de fortes chances
pour que tu prennes une décision nulle, quand je dis nulle, c'est pas 0, hein, quand je dis nulle, c'est juste pas bonne, eh bien, je t'invite à l'écrire, sans aucun filtre et tu vides ton sac. Alors pour moi maintenant, le meilleur à faire, c'est d'avoir un dictaphone. Pourquoi? Parce qu'un dictaphone te permet de vider ton sac sans que tu aies besoin de te prendre la tête à écrire. Écrire, c'est beaucoup plus long et en tout cas, je trouve que comme c'est plus long et que ta pensée est plus rapide que ta main à écrire, tu perds de la substance. Tu perds le côté instantané de l'émotion. Ça se dilue assez vite et donc il faut que tu captures l'instant. Il faut le capturer. Alors comment faire? Il faudrait un moyen de pouvoir extraire ma voix et ma pensée de façon instantanée et qu'ensuite je puisse avoir le texte. Mais un texte fidèle quand même, hein, pas un texte, une transcription pourrie. Ah, comment je pourrais faire? Je sais, je sais parce que ça fait 5 ans que je fais ça en fait. 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans que je fais ça tout le temps. Tu vas aller sur WhatsApp. En fait, ça revient au tu sais, j'ai fait une vidéo l'autre jour, qui parlait de l'introspection, je crois, où j'avais un groupe de vocal avec des potes et bah, c'est la même chose là, c'est pareil. Eh bien, tu vas faire un groupe vocal ou pas un groupe si tu veux, on s'en fout, mais je crois que sur WhatsApp, c'est compliqué de se faire un message à soi-même. En tout cas, je sais pas comment on fait. Tu crées un groupe avec un pote et la règle est très simple, c'est que tu crées un groupe et que personne n'a le droit d'écouter les vocaux de l'autre personne. Terminé, règle hyper simple. Si tu as peur que quelqu'un t'écoute, bah, tu te débrouilles, tu fais un groupe avec quelqu'un et après tu le vires direct. Voilà. Tu fais un groupe avec ta mère, par exemple, et après tu vires ta mère du groupe. Donc tu as un groupe dans lequel tu es tout seul et donc tu peux envoyer des vocaux tout seul. Et ensuite sur PC, sache que tu peux faire, clic droit, enregistrer sous et là tu vas voir tu peux enregistrer pardon le fichier MP3 de ton audio. Puis, tu vas aller sur un site tout simple, en navigation privée, et tu vas aller sur TurboScribe. TurboScribe, donc turbo comme turbo, Scribe, S-C-R-I-B-E. Tu vas dessus, et là tu uploads, tu téléverses en français, tu envoies ton audio sur ce site-là. Donc tu peux y aller en privé, parce que en fait c'est un système de tokens, de jetons, et donc tu peux mettre que 3 vocaux par jour, un truc dans le genre. Donc si tu veux en mettre plein, et bah, tu réouvres le site à chaque fois en privé, parce que comme c'est en privé, bah, il garde pas ton IP, donc il ne sait pas que tu te rends à chaque fois sur le site. Donc tu as des tokens infinis. Donc tu y vas, tu mets ton vocal, et là il va te le transcrire. Le site est vraiment pas dégueu, hein. La transcription elle est pas mal du tout. Mais pars du principe que tu vas être transcrit. Donc articule, mâche pas trop tes mots et parle pas trop vite, parce que sinon le texte après il va être dégueu. Donc articule bien. Heu et là tu vas avoir attends ton texte. Puis ce que tu vas faire, c'est que tu vas le copier et le balancer à une IA. Ouh là, attention, Théo parle d'IA, alors qu'il n'aime pas d'IA. Oui, j'aime pas l'IA, sauf pour un usage, celui-là. Et tu vas lui dire de réécrire le texte en retirant les timecodes. Parce que quand tu verras, quand tu auras le texte, le timecode. Ah non, on parle français ici. Les merde, pas l'horodatage. Attends, c'est ça ou pas? Attends, je crois que c'est ça. Non, c'est pas l'horodatage. Ah si, peut-être c'est l'horodatage, j'en sais rien. Bref, on va dire que c'est ça. Donc tu vas demander à l'IA de retirer les timecodes dans le dans le texte, d'accord? Puis, de corriger les fautes s'il y en a. Donc tu perds pas la substance du texte. Tu as juste mis en forme la chose. Et là, te sort le texte exact, mais mis en forme. Alors effectivement, tu as pas écrit à la main, c'est vrai. Et tu sais que écrire à la main permet au cerveau de vraiment super bien mémoriser les choses. C'est vrai. C'est 100 vrai. Donc dans cet exercice-là, avec les vocaux vers le texte, tu perds l'écriture comme vecteur d'impression dans ton esprit. D'impression, dans le sens imprimé, hein, pas, faire impression. Impression dans le sens imprimé. Donc effectivement, tu perds ce vecteur-là. Mais ça fait 6 ans que je le fais et j'ai commencé au début à la main. Au début, j'ai tout à la main. J'avais une pensée, je faisais un vocal et après je me réécoutais et je réécrivais à la main. Assez énergivore quand il pense, alors que là, tu as que à faire un vocal. Et en fait, je constate personnellement qu'il y a pas de différence. En fait, que je fasse ça à la main ensuite, donc avoir un bouquin à la main, après de mes propres pensées, tu vois, j'ai mes pensées personnelles, écrites tout à la main, d'avoir ça ou de le faire par une IA derrière, ça change rien. Tu sais pourquoi? Car je trouve que l'intérêt de l'exercice, il repose pas dans le fait d'écrire en tant que tel, mais il repose dans le fait d'objectiver ta pensée. Puisque comme tu écris sous l'influence de l'émotion, tu vas avoir le pouvoir dans 3 jours de relire ce texte-là et te dire: «Waouh, attends, j'ai vraiment écrit ça?» Oui, tu as écrit ça, Théo, mais tu étais triste ce jour-là. Donc tu as, écrit sous l'influence de la tristesse. Et maintenant que tu as beaucoup plus de recul, si tu devais redonner ton avis ou ta version des faits de façon plus raisonnée, vu que l'émotion, elle est passée, tu vas, en reparler de cette, question-là, tu vas réaborder le problème de façon plus raisonnée et voilà. Donc en fait, la question, tu vas en parler plusieurs fois
Et comme chaque problème, alors selon l'importance que ça a par rapport à toi, hein, tu as des problèmes qui vont être résolus en 2 secondes. En 2 jours, tu es bon, tu es passé à autre chose. Mais d'autres événements dans ta vie vont pouvoir te plonger dans une profonde tristesse pendant des semaines, des mois, des années, je ne sais pas. Mais là où c'est trop fort, c'est que donc tu peux écrire sous l'influence de l'émotion, puis, quelques jours plus tard, émettre différentes conclusions basées sur la raison, vu que l'émotion sera passée ailleurs. Pour autant, je t'invite quand même à garder tes textes émotionnels, parce que tu vois le cheminement de pensée. Et moi, je fais tout le temps ça. Dès qu'il y a une question, après ça fait 10 pages. Parce que à chaque fois, je réécris par-dessus. Et donc le début du texte, c'est phase 1, j'ai écrit sous l'émotion, paf, je dégueule tout ce que je veux dégueuler. Phase 2, c'est ma réflexion numéro 2, qui est plus raisonnée. Phase 3, c'est encore plus raisonné. Et ensuite, ce qui est trop cool avec l'écriture, c'est que quand tu veux vraiment aller loin dans le processus, tu peux confronter ensuite tes textes avec d'autres personnes pour leur demander leur avis. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est que tu peux montrer aux gens les textes que tu as écrits sous raison et pas sous émotion, pour pas les influencer, tu vois. Donc tu montres les textes que tu as écrits sous l'influence de rien du tout, puisque tu l'as fait sous raison. Et donc là, les gens, ils vont avoir un exposé clair et objectif de ta pensée sur un problème. Et après, ils vont te poser des questions. Et de là, et ça, c'est des bonnes questions, à moins que tu te poses tout seul les questions, ce qui est encore plus fort, ça c'est possible quand tu es vraiment extrêmement lucide et très autocritique par rapport à toi-même, ce qui est très compliqué parce que l'ego est souvent beaucoup, beaucoup mis en jeu, et bien là, tu vas pouvoir peut-être replonger dans une nouvelle phase émotionnelle. Oh no, là, tu vas encore écrire. Tu vas de nouveau écrire. Magnifique, c'est magnifique, et ça se répète inlassablement jusqu'au jour où c'est bon. Là, tu n'as vraiment plus rien à dire, tu as fait le tour du problème et le tour de la question. Et en général, quand tu arrives à cette phase-là, c'est bon, j'ai fait le tour de la question, il n'y a plus rien à dire selon moi, tu es en paix. Tu es en paix avec ce problème-là. Au début, ça va te prendre, des heures, je pense, au début, le temps de faire le vocal, d'écrire, de relire, d'analyser, de comprendre pourquoi tu as pensé comme ça, de comprendre, bah, tout ça, ça va te prendre des plombes, c'est pas possible. Et à force, plus tu vas le faire, ça fait 6 ans que je le fais, plus tu vas le faire, plus ça va aller vite. Et plus ça va vite, plus tu passes vite à autre chose. Et voilà, plus tu passes vite à autre chose. Et c'est pas mauvais en fait. C'est que comme tu passes vite à autre chose, traduction, tu passes vite de l'émotion à la raison. Donc tu prends plus rapidement des bonnes décisions, puisque tu ne prends pas de décision sous l'influence de l'émotion. Magnifique. Et donc tu deviens un être de raison. Voilà, un être de raison. Pour autant, je sais que certains me diront, mais Théo, si on pense tous comme des êtres de raison, l'émotion, elle a sa place où, quand et comment? Voilà, quelle est la place de l'émotion si c'est un être par exemple 100% de raison? Comment tu fais? Erreur. Et d'ailleurs, c'est une erreur que beaucoup de gens pensent du stoïcisme, c'est que être stoïque n'implique pas de tout le temps de ne rien ressentir. C'est pas le but du tout. Le but de la raison, c'est que tu accueilles l'émotion. Tu ne vas pas essayer de la renier. Tu l'accueilles et tu l'apprécies même. Tu sais que moi, je suis heureux d'être triste. Je suis heureux de ressentir des choses. Et ouais, les émotions, ça te rend humain. Je suis heureux de ressentir des choses et parfois de partager ça, de partager ce ressenti. C'est vrai. Mais ce qui fait avancer, c'est pas de se branler entre personnes qui sont tristes ou de se branler entre personnes qui sont frustrées ou en colère, ou de se branler entre personnes qui sont contentes. C'est pas vraiment ça qui fait avancer. Ce qui fait avancer, c'est la résultante de tout ce process. D'accord? C'est la décision qu'il y aura après cette phase d'émotion intense. Donc, quand tu es adepte, on va dire, du stoïcisme, etc., tu n'es pas dans une démarche où tu viens renier totalement les émotions, où elles n'existent pas, c'est pas ça du tout. Tu l'accueilles, mais tu apprends que ce n'est pas à elle de te contrôler. Il faut que tu restes raisonné dans tes prises de décision. Sauf que parfois, il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon, être trop dans le contrôle, on va dire, de la raison, eh bien, ça casse peut-être le côté spontané de l'humain. Et oui, c'est possible ça. C'est possible. C'est un juste milieu. Tu as le droit de ressentir des... Enfin, c'est moi après qui dis ça, mais tu as le droit de ressentir des choses, mais il ne faut pas que ça te gouverne. Est-ce que tu vois la nuance? Pas que ça te gouverne. Alors parfois, tu vas te laisser un peu emballer par les émotions et ça n'aura pas d'incidence négative. Oui, ça peut arriver, parce que je sais que tu penses à ça en fait. Je sais que tu penses à tous les contre-arguments possibles où tu vas me dire, mais moi Théo, quand je suis heureux, j'ai envie d'agir comme étant un mec heureux. Oui, bah c'est cool, magnifique. Et il y a de fortes chances pour que ça n'ait aucune incidence et que ce que tu fasses soit bien. Oui, c'est possible. Mais là, on n'est pas dans un stade où c'est les émotions qui te gouvernent. Tu te laisses porter en toute conscience par l'émotion positive. Parce que tu sais qu'il y a de très très maigres risques pour qu'il y ait une incidence négative quand tu agis comme tel. Mais là, c'est encore un autre level. Parce que tu n'es plus dans un état où tu cherches absolument à avoir le contrôle de l'incidence des émotions. Tu es tellement fort que tu es à un stade où tu laisses l'émotion
que tu veux passer. Tu laisses exactement celle que tu choisis, et que tu désires passer et t'influencer si tu en as envie. Ça, c'est encore un niveau, pour moi qui est au-dessus. Il y a très, très peu d'émotions qui ont ce luxe, qui ont ce statut-là de: «Je la laisse passer et je cherche pas à la contrôler, j'y vais», tu vois? J'y vais et je la ressens fois 1000 parce que j'ai envie de la ressentir fois 1000, tu vois? Il y a très peu d'émotions qui ont ce luxe-là. Voilà. Là, tu es plus pour moi dans une démarche où tu te laisses gouverner, en fait, tu es ivre, littéralement, tu es ivre de vie. Il faut être ivre de la vie, c'est magnifique, c'est génial, mais ça fait souvent de la merde. Donc faut pas non plus se laisser, porter par le vent, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc le but de cette vidéo, de tout ce que je raconte là, c'est que c'est important d'écrire ou de faire un vocal, dictaphone, transcription pour objectiver ta pensée. C'est la conclusion, en fait. C'est important d'écrire pour objectiver la pensée et ne pas prendre de décision sous l'influence de l'émotion qui est purement subjective. Quoique, tu auras beau réfléchir, 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 ce que tu penses être objectif après des jours ou des semaines ou des mois de réflexion, en fait, ça résultera de ton avis et de ta façon d'aborder le problème. Donc même là encore, ce sera subjectif. OK? Mais ça le sera beaucoup moins que des paroles que tu vas prononcer sous l'influence de l'émotion. Beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Et tu verras que, à force de faire cet exercice-là, pardon, et en te relisant, tu vas voir toutes les variations émotionnelles de ton discours. C'est vraiment trop marrant, je trouve. Enfin, moi, ça me fait rire, en tout cas. Ah ah, ça me fait vraiment rire. Et tu vois donc l'influence de l'émotion sur une même thématique. Et tu te dis, mais parfois, mais comment j'ai pu écrire ça en fait? Comment j'ai pu dire ça? C'est pas possible. Faut pas dire je suis con. Attention, faut pas dire ça. C'est pas bien. Parce qu'à force de te dire je suis con, je suis con, je suis con, ton cerveau croit que tu es vraiment con. En fait. Donc faut se dire plutôt, je pensais pas que j'avais dit ça, ou je pensais pas être capable de dire ça. Mais le fait est que si, j'ai dit ça, sous l'influence de la tristesse, j'ai dit ça. Merde. Et quand je me relis, je me dis, Mmh, non, non, non. Là, il y a erreur. Là, il y a erreur, là, il y a erreur. Après, tu questionnes encore plus, tu vois? Tu dis: «Pourquoi j'ai écrit ça?» Parce que là, en fait, quand je me relis, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai écrit ça. Pourquoi j'ai dit ça? Là, tu cherches, tu te dis: «Merde», et là, tu commences à philosopher et à te prendre la tête sur ton propre texte que tu as écrit sous l'influence de l'émotion. Et là, oh alors là, en fait, là, pour moi, tu es en train de faire de l'itération dans ton propre cerveau et dans ta propre philosophie. Et là, tu es en train de devenir un monstre, en fait. Tu es en train de devenir un monstre. Ça, pour moi, tu vois, c'est du vrai dev perso. Ça, pour moi, c'est la vraie spiritualité. Parce que évidemment, tes textes, il faut pas tout le temps opérer depuis le déni, hein. Ça marche pas. Il faut que quand tu parles, tu sois d'une extrême lucidité par rapport à toi-même. Donc, il faut que tu aies aucun scrupule dans tes vocaux à dire: «Là, j'ai merdé. Là, j'ai merdé, je m'en veux, j'ai fait n'importe quoi, je trouve que j'ai agi comme une merde, j'ai déconné, j'aurais pas dû dire ça, je regrette». Faut pas que tu aies peur de dire tout ça. Laisse-toi porter par l'émotion, le vocal, de toute façon, il y a que toi qui l'écouteras. Laisse-toi porter et tu craches ta valda, comme on dit. Tu envoies toute la patate, tu envoies tout, 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 tout. Faut pas que tu te retiennes. Mais ensuite, quand tu vas relire ces transcriptions-là ou ce texte-là, il faut être extrêmement lucide. Donc ça implique de, de mettre à la poubelle le concept même de déni. Et ça, c'est extrêmement inconfortable. Parce que le déni, ça fait faire n'importe quoi aux gens. Et quand tu es tout seul à philosopher, il n'y a personne qui te juge. Il n'y a personne en face de toi. Tu es tout seul en train de parler. Donc, il n'y a pas de déni. Et tu verras qu'au fur et à mesure, c'est dur au départ, hein, je sais, mais il y aura de moins en moins de déni par rapport à qui tu es. Et là, tu es vraiment fort. Quand tu es lucide, que tu es pas dans le déni, que tu es objectif, que tu vois littéralement le monde et les questions à la troisième personne, en essayant de ne moins possible en tout cas parler sous l'influence de l'émotion, ça pour moi c'est de la vraie spiritualité. Voilà. Enfin, c'est une des phases. C'est une des facettes de ce qui pour moi est la vraie spiritualité. Parce que pendant que d'autres personnes vont user de bouquins de dev perso, ou de substances, ou de quoi que ce soit d'autre, de séances chez le psy, bref, une délégation en fait de la pensée, pendant que des gens délèguent la pensée, ils payent pour pas penser, magnifique, les gens payent pour ne pas réfléchir par eux-mêmes. C'est dingue quand même. Donc pendant que les gens ils payent pour ne pas penser par eux-mêmes, t'en as qui vont s'embêter, tu vois, à philosopher de leur côté sur ce qui se passe là-dedans. Et contrairement à ceux qui payent pour pas penser, ceux qui s'embêtent à faire ça, ils sont en train de cultiver une autonomie de la pensée. Là où les autres, ils vont déléguer, en fait.
Dans le business, tu sais ce qu'on dit, hein. Tu délègues uniquement ce que tu maîtrises. Pour te concentrer sur quoi? Ta zone de génie. En général, on dit ça. Tu délègues uniquement ce que tu maîtrises déjà. En clair, d'abord, tu apprends, d'accord? Tu apprends à faire un truc que tu sais pas faire, le montage, la prospection, ce que tu veux. Et seulement après, quand tu te dis, bon, je connais, c'est bon, ça me saoule, je peux déléguer ça à quelqu'un, oui. Je vais le former pour qu'il fasse ça comme moi, oui. Et après, c'est bon, là, je peux déléguer, tu vois. Je recrute quelqu'un, je fais une offre de recrutement, je regarde, machin, truc, bidule. Effectivement, maintenant, je peux déléguer la prospection parce que j'ai appris tout seul comment le faire. Le problème étant qu'il n'y a pas cette démarche dans la tête des gens maintenant. Les gens, ils préfèrent payer pour ne pas penser par eux-mêmes parce que c'est beaucoup plus simple. Tu as les réponses directes en fait. En fait, ce que tu payes en monnaie, tu le perds en capacité de réflexion. Donc toute ta vie, si tu as été quelqu'un qui payait pour pas penser, le jour où tu n'as plus ce pourquoi tu payais, tu ne sais plus penser par toi-même. Et tu ne prends que des décisions émotionnelles, puisque tu ne sais pas objectiver ta pensée. Et donc tu prends que des décisions de merde, puisque tu ne sais pas penser de façon raisonnée. Voilà. Et pour le business, et pour plein d'autres trucs, parce que je sais qu'il y a peut-être des choses chez toi là qui vont émerger, peut-être. Pour le business, c'est un prérequis. C'est un prérequis. C'est pour ça que dans mon coaching perso, il y a un groupe dans lequel on s'adonne tous à cet exercice-là. Donc ne sois pas de ceux qui payent pour ne pas réfléchir, parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en fait. Si tu veux vraiment commencer à réfléchir par toi-même, arrête avec les conneries là. C'est pas ça qui va. Tu crois que ça te libère et ça te fait avancer, c'est tout le contraire. Ça t'enferme, ça te fait même reculer dans ton cerveau. Voilà, on lui doit un petit peu plus dev perso, spiritualité, etc. aujourd'hui, mais en fait, c'est le meilleur exercice de ma vie entière. C'est le meilleur exo que j'ai jamais fait de ma vie. Et je le fais encore aujourd'hui. Cette chaîne YouTube, elle a un peu ce rôle, on va dire, pas ambivalent, mais oui, on pourrait dire ça. Il y a une sorte de rôle double. Je parle de choses que j'ai déjà structurées en partie, en tout cas dans le passé. Donc les vidéos sont simples à faire, mais parfois, il y a des idées qui viennent de façon spontanée en vidéo. Même en appel aussi, ça m'arrive très souvent. Donc voilà, cette chaîne YouTube, elle est aussi là pour aider à structurer ma pensée et à confronter mes idées. Moi, je suis pas en train de te convaincre, je m'en fous. Moi, je suis là pour parler et partager ce que je sais ou ce que je pense. Et si quelqu'un en commentaire, il met son avis, j'accueille, tu vois. J'accueille. Si c'est un commentaire négatif complètement con, bah j'ai pas lu en fait, je m'en fous. Mais si c'est quelque chose de constructif, mais j'accueille à bras ouverts. J'adore. J'adore.